rapide. Voici ce qui, de manière assez rapide, la présentation de Hillstone Networks. Nous allons aller dans le Next Gen Firewall. S'il n'y a pas de questions là-dessus hein, pour le moment. Il n'y a pas de questions. Bon, moi, je pense que ça peut aller. Hein. OK. Hello, okay, monsieur Aka. OK. Oui. Bonjour, merci. Hello. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend très bien. Super. J'espère que vous allez bien. Au Oui. fait, moi, c'est plus une préoccupation. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir le lien des différentes positions partagées au niveau de Gartner et puis au niveau du Customer Choice. Bon, je pense qu'on va vous envoyer la présentation. Si possible, je vais voir si on peut directement récupérer le lien sur le site Hillstone et autres pour avoir de faire plus de lecture, en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis après aussi, bon, je préfère en même temps continuer. La dernière fois, le document que nous avons reçu, surtout celui que moi j'ai reçu personnellement, c'était un document qui énonçait NSS Lab concernant, on va dire, le test qui était effectué sur les différents firewalls et autres, disons que le NSS Lab avait eu à faire des tests et tout ça. Mais après, je ne sais pas, j'ai eu à avoir le nouveau document où ils ont effacé NSS Lab parce que NSS Lab a fermé depuis 5 ans maintenant. Donc, du coup, ce qui veut dire que tout ce qui était comme capacité qu'ils ont eu à mettre ne sont plus forcément à jour. Mais dans le nouveau document, ils ne mettent pas, on va dire, une entreprise qui a évalué les performances du device. Donc, je ne sais pas aussi si on peut m'aider, dire maintenant, depuis que NSS Lab a fermé, maintenant qui teste les nouveaux produits de Hillstone au niveau de tout ce qui est comme feature et autres. Parce que dans le nouveau document que j'ai, il n'y a pas ça, par exemple. OK, donc je prends note, je vais vous revenir en off, sans problème. Super. Et Maintenant, aussi, ce qu'il y a là. si possible, aussi, je vais partager à toute l'équipe disponible, sans problème. Super. Maintenant, si c'est possible, la dernière fois, j'ai eu un meet avec les gars de Hillstone eux-mêmes. Mais après, j'ai eu à demander si c'était possible de recevoir le IMIS. Ils ont dit qu'ils allaient contacter le SE. Bon, je ne sais pas. Depuis là, il n'y a toujours pas de retour. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être ça, c'est plus intéressant de nous adresser à nous, distributeurs, un mail pour que nous puissions suivre, parce que nous sommes en étroite collaboration avec l'éditeur par rapport à vous en cascade. Donc, on peut avoir un petit mail dans ce sens. Là, on peut récupérer les infos et vous les balancer. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, Donc, je fais bonjour. Bonjour tout le monde. Ces questions qui sont... merci pour ces questions. Mais on va continuer effectivement la présentation. Toutes ces questions-là, on va les discuter en off, s'il vous plaît. Merci. Aka, s'il te plaît, est-ce que tu peux continuer la présentation et tu mets en mode tout le monde? Et puis, on en parlera plus tard sur ces points-là. OK? Merci beaucoup. OK, ce qui est sûr, il n'y a pas de problème, c'est des questions de documentation. Donc, on va vous revenir dessus peu, surtout s'il y a un mail qui s'appuie, ça va être assez simple. OK, donc on poursuit. Sur la partie Next Gen Firewall, aujourd'hui, un Next Gen Firewall va dire qu'elle doit au moins avoir ces 5 points-là pour vraiment permettre d'être assez aisé pour l'utilisateur. Avoir de la performance, ça c'est très important. Être aussi flexible en termes d'interface comme en termes de capacité. Et troisième point, arriver à faire de l'advanced threat protection, être assez aisé au niveau de la configuration et pouvoir se fondre à l'ensemble des topologies ou des scénarios de déploiement existants aujourd'hui. Voilà. Ce sont ces 5 points-là qui vont permettre aujourd'hui de dire que nous avons affaire réellement à un next-gen firewall. Voilà. Au niveau de Hillstone, l'OS
est propriétaire Stone, on appelle le Stone OS, voilà, qui est assez léger, et aussi avec incorporer la partie intelligence artificielle. Donc, ça permet vraiment d'avoir du deep learning et repérer vraiment les différents traits. Voici un peu le visage de nos firewalls. Voilà, il y a des interfaces. On pourra ajouter aussi des interfaces. On voit même aussi qu'on peut, on verra tout à l'heure qu'on pourra aussi ajouter même un disque dur SSD pour encore augmenter les capacités de rétention des logs. Voilà, pas besoin forcément de changer de boîtier pour une question de problème de rétention de logs. Voilà. Comme tout à l'heure, j'étais en train de dire. Pourquoi ceci? Parce que nous avons ce qu'on appelle le EMC qui permet de faire tourner le système directement sur un stockage qui est directement collé au processeur, et après avoir aussi en extension une baie où nous pouvons mettre des SSD de 256 jusqu'à 1,9 Tera. Donc, ça nous permet déjà, avec un même boîtier, de pouvoir avoir du stockage pour la rétention de logs, pour pas mal de choses. Voilà, surtout pour la partie conformité. Donc, on peut aller sur un boîtier au départ qui n'avait pas de capacité, juste la capacité de fonctionnement et des logs qui vont s'effacer chaque 1-2 semaines, comme tout le monde. Et lorsqu'on veut faire de la rétention, on pourra mettre un disque dur et il va nous permettre de pouvoir faire une grosse rétention. Voilà. Ou bien au pire des cas, maintenant on pourra l'exporter vers un syslogger, vers ce qu'on veut. Mais au moins, on a la flexibilité de pouvoir rajouter un disque en supplément pour la rétention des logs. Et ceci à partir juste du second boîtier, à part l'entrée de gamme. Voilà, on pourra commencer avec des micro SSD jusqu'au SSD même. Voilà. Et aussi, en termes de modèle, on part des tout petits boîtiers jusqu'aux boîtiers assez puissants en termes de throughput. Voilà. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'adresser, on va dire, les PME, les SMB, les middle, comme des grosses et larges entreprises. C'est vrai, cette gamme va s'arrêter aux larges entreprises. Par contre, on a une autre gamme qu'on appelle la gamme data center, elle qui va aller jusqu'au mode opérateur avec des châssis jusqu'à 19 U et 3,5 Terabits. Voilà. Sur la partie sécuritaire, on va dire qu'on n'a pas inventé la roue, on a toujours de l'IPS. On a de l'URL filtering, application filtering, l'antivirus, l'anti-spam, le sandboxing et le botnet prevention. Par contre, il y a 2 points qui m'intéressent ici. Par rapport à la concurrence, nous, ils ont incorporé ce qu'on appelle l'IP reputation, voilà, directement. Donc, du coup, en amont, lorsqu'une adresse IP arrive et qu'elle elle est répertoriée quelque part sur un darknet et autres, elle va être rejetée, par exemple. Et aussi, on a quand même corsé sur la partie botnet C2, prevention, voilà, parce qu'aujourd'hui, on est sur toute la couche de la protection botnet C2. On va partir depuis la C2 database, qui est un répertoire des sous-domaines ou des domaines ou l'adresse IP des serveurs qu'on appelle les command controllers, qui sont les serveurs des hackers. On a aussi la partie DNS aussi, qui aussi est souvent utilisée lorsque certaines personnes utilisent des adresses IP publiques et ils essaient de contourner des systèmes. Si un malware est sur un poste, il pourra surfer sur la partie, sur les tunnels DNS et essayer de revenir vers le command controller. Et pour les nouveaux malwares qui sont sortis avec l'intelligence artificielle, ils arrivent à faire ce qu'on appelle le DGA, Dynamic Generation Address, qui va permettre aujourd'hui, voilà, de créer des sous-domaines pour compter les pare-feux et aller vers les command controllers. Donc aujourd'hui, avec Stone, on a la capacité de suivre toutes ces couches-là et de détecter et de bloquer. Voilà. Donc c'est assez puissant et assez accru au niveau
de cette partie-là. Et ça nous permet aussi, en s'appuyant toujours sur la partie machine learning, de pouvoir suivre la partie DDoS et DOS, qui souvent est un peu difficile. Pourquoi? Parce que soit quand tu corses un peu la partie DDoS, il y a des applications qui ne vont pas fonctionner. Quand tu ouvres trop, ça fait de la vulnérabilité. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est embarquée sur le boîtier, il va faire du learning et savoir le comportement des applications pour vraiment mieux affiner la partie DDoS, voilà, et aussi la partie DGA. Sans toutefois analyser aussi en profondeur le trafic SSL qui passe dans le boîtier. Voilà. Aussi, pour ceux qui seront dans des systèmes multidistribués, avec des sièges, avec des filiales, avec des, on va dire, des agences, on pourra aller aussi vers du SD-WAN en se faisant aider de notre HSM, qui est le Eastern Security Manager, qui va être là comme un contrôleur SD-WAN et va permettre d'orchestrer, de faciliter la configuration. Parce qu'aujourd'hui, le SD-WAN, quand on parle de SD-WAN, ce n'est pas directement de faire du VPN, mais c'est déjà d'apporter la détection de la qualité de service sur les différents opérateurs, les différentes connexions Internet. Par contre, quand on va orchestrer ces SD-WAN-là, on va permettre de créer des tunnels SD-WAN et en s'appuyant sur cette résilience-là pour pouvoir load balancer entre les différents opérateurs en cas de défaillance. Voilà. Donc, c'est comme aussi, Eastone peut vous accompagner sur un projet SD-WAN. Donc, un peu, on va dire que l'ensemble des firewalls, du firewall Eastone, on pourra le mettre comme un front firewall, comme un cœur firewall si possible, au niveau de Edge Network. On pourra aussi utiliser un firewall data center carrément pour ceux qui seront vraiment sur des opérateurs ou dans de très très grosses institutions. Voilà. On pourra aussi le mettre en mode SD-WAN comme je viens de dire. Et le dernier point, ce sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la partie SD-WAN. Il pourra aussi être mis comme un gateway ZTNA pour permettre aujourd'hui de corser sa sécurité au niveau remote access. Voilà. Donc, je rentre maintenant sur la partie SD-WAN. Voilà. Donc, le sur la partie ZTNA. Donc, aujourd'hui, le ZTNA, déjà, est arrivé à cause du corona, qu'on dise la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de télétravaillants qui avaient accès à des serveurs, à des applications qui étaient sur des machines virtuelles et autres, et qui venaient par des VPN SSL. Voilà. Et ça crée des problèmes au niveau de la protection, au niveau des attaques. Ça crée des problèmes aussi au niveau de la compliance parce qu'il fallait voir est-ce que ces machines qui arrivent là étaient aux normes et aussi il y a eu des fuites de données, donc il y a eu des problèmes de protection de données. Donc, c'est tous ces challenges-là qui ont permis aujourd'hui au monde de la technologie de sortir cette solution, cette technologie qui est du ZTNA. Mais en fait, de manière historique, tout le monde utilisait du VPN SSL ou autre pour avoir des remotes. Seulement que lorsque le end user s'était connecté au réseau, il avait accès au réseau comme s'il était en entreprise. On était bien content. Voilà. Mais avec plutôt l'avènement du ZTNA, on va plutôt aller sur des ressources vraiment qui sont ciblées pour des users ciblés, tout en maintenant une sécurité au niveau de la connexion et de la conformité. Donc du coup, en cas de problème sur un endpoint, voilà, avant, au niveau VPN, on va dire que les hackers même pouvaient passer par un poste qui a été hacké depuis n'importe quel pays, n'importe où, et arriver sur nos serveurs en passant par le tunnel qui était autorisé. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsque on avait du ZTNA, on va s'en dire que la gateway ZTNA va faire face
à ce type de problématique et va carrément interrompre et dropper cette connexion. Donc, voici un peu ce que Easton va offrir en termes de ZTNA, Zero Trust Network Access. En fait, déjà au niveau end user, on est compatible avec Microsoft, Linux, iOS, Android, voilà, donc pas mal, presque l'ensemble des systèmes d'exploitation existants. Donc, déjà, sachez que les endpoints que nous installons sur ces machines-là sont sans licence, n'ont pas besoin de licence pour mettre un endpoint. Ça, c'est une première des choses. Et lorsque on va analyser les conformités au niveau de ces machines-là, on pourra avoir le droit de lancer maintenant une authentification pour avoir accès à son tunnel. Et lorsque le tunnel va être établi, les users vont être autorisés aux applications uniquement dont ils ont droit. C'est-à-dire qu'ici, un user ne pourra pas faire un ping vers un serveur ou quoi. Il aura seulement accès au serveur et au port uniquement dont il a droit pour son application. Donc, ça permet vraiment de réduire la surface d'attaque. Pour des entreprises qui sont assez larges, où il y a plusieurs gateways, on va se faire aider encore par notre HSM pour centraliser ce management-là et permettre d'être encore plus à l'aise en termes d'administration. Voilà. S'il y a des questions, je suis preneur. Voilà. Donc, toujours dans la partie Zero Trust, on va dire qu'on va faire attention à l'authentification et aussi, on va même aller sur la partie Gateway Distribution. Pourquoi? Parce qu'on pourra aussi permettre même de load balancer entre des pare-feux et même entre des liens. En cas où il y a défaillance, par exemple, d'Orange, on pourra basculer sur un autre et continuer à avoir accès à nos applications. Voilà. Un point important aussi, on aura aussi la protection qu'on appelle le Single Packet Authorization, qu'on verra tout à l'heure, qui est vraiment un point aussi important lorsqu'on veut aller en profondeur sur la protection de notre gateway ZTNA. Et ce ZTNA, comme on le dit, on pourra avoir notre gateway ZTNA sur nos pare-feux, aussi data center et aussi sur nos firewall virtuels. Chez Easton, le firewall virtuel s'appelle Cloud Edge, juste un nom commercial. Donc, on peut l'installer sur un hyperviseur Hyper-V comme ESX, comme tout autre, même comme sur KVM et autres. Voilà, et puis pouvoir avoir un pare-feu pour pouvoir être à l'aise au niveau de la protection, au niveau de la stabilité et des performances. Donc ici, on voit que chez Easton, le ZTNA, c'est vrai qu'il fait partie des solutions, mais c'est carrément un module presque séparé qui se trouve à l'intérieur des pare-feux. Donc, il nous permet d'être plus à l'aise en termes de configuration. Aujourd'hui, un ingénieur peut configurer son ZTNA normalement en moins de 30 minutes. Il peut configurer un ZTNA. Pas besoin d'être vraiment chevronné pour configurer un ZTNA chez Easton. Voilà. Donc, du coup, la Gateway ZTNA, déjà, c'est d'abord de préparer des tunnels VPN SSL, qu'on verra tout à l'heure, et par la suite, c'est possible d'ajouter aussi une seconde gateway, dans le cas où on a 2 ou 3 opérateurs qui sont connectés au pare-feu, on pourra les configurer, voilà. Et on pourra aussi voir qu'est-ce que nous avons comme OS aujourd'hui disponible, et enfin, et aussi au niveau des conformités. Voilà. Et enfin, on pourra maintenant jouer sur ce qu'on va appeler les tags. Les tags, en fait, c'est sur cette partie-là, on va parler de conformité. Par exemple, on pourra dire à une personne, voilà, pour pouvoir te connecter à notre système, il faut avoir au moins un Windows 2010, il faut avoir
ton antivirus qui est à jour, il faut avoir ton firewall Windows qui est activé, ou si tu es sur Android, il faut être au moins sur Android 13. Donc, tous ceux-ci-là vont créer des critères qui vont être analysés avant même de lancer le tunnel ou l'authentification pour aller vers le tunnel. Donc, c'est assez important. C'est sur cette partie-là un peu qu'on va prendre le temps de créer des critères et derrière ces critères-là, on pourra les utiliser maintenant dans une police qui est différente de la police firewall qu'on connaît. Dans la zone ZTNA, on aura notre propre police à créer en partant depuis les users, en apportant les tags ou la conformité, en donnant aussi les ressources par rapport aux personnes ou aux users qu'on veut. Et par derrière, on pourra aussi appeler des polices maintenant de sécurité et de data security qu'on pourra mettre sur ces users-là avant d'avoir accès à leurs ressources. Voilà. Donc, voici un peu illustré. On pourra avoir des groupes de users qui peuvent partir depuis les comptes locaux sur le boîtier, sur, on va dire aussi l'AD, sur le LDAP et même sur du Radius et faire l'authentification, apporter les endpoint tags, à donner des ressources. Et pour des entreprises qui ont des conformités au niveau des heures de connexion, on pourra apporter un schedule, on va dire un time par rapport à cela. Si c'est de 8h à midi, de 14h à 20h, on pourra aller comme ça. Et après, on peut faire permit, on peut faire deny et ainsi de suite. Au niveau licence, aujourd'hui, on va dire que Eastone fait partie à un ZTNA le plus light possible en termes de licence. Par défaut, les boîtiers viennent avec 8 licences de capacité. Déjà, nous avons des licences de capacité et non des licences individuelles par user. Donc, aujourd'hui, ça nous permet de dire, par exemple, un boîtier X, déjà au niveau firewall tout court, on aura 8 licences de capacité de base. Pour des firewall data center, par défaut, on a 128 licences de capacité. Et ces licences-là sont des licences de capacité, donc c'est des licences de connexion simultanée. On peut être 20, 30 personnes à l'extérieur. Tant qu'on ne vient pas au même instant nous connecter, on n'aura pas besoin de rajouter des licences additionnelles pour faire du ZTNA. Par contre, on pourra les utiliser et celui qui se déconnecte, l'autre pourra se connecter. Donc, on est agnostique en termes de, et on n'est pas nominatif en termes de compte ou d'adresse IP. Pour ceux qui vont dépasser 8 users simultanés sur un firewall corporate, il y a des licences qu'on pourra ajouter. Des licences, des lots de 10, il y a des lots de 25 et il y a des lots de 100. Voilà. Par contre, les licences ZTNA ne sont pas aussi des licences à renouveler. Des licences de capacité. Aujourd'hui, supposons que ta licence de sécurité, elle a expiré. Le boîtier ne va pas rejeter les connexions ZTNA. On aura toujours la connexion ZTNA de manière perpétuelle tant que le boîtier existe. Par contre, peut-être que c'est au niveau de la protection, comme l'antivirus, comme le sandboxing, comme l'IPS que tu auras à mettre sur le ZTNA qui ne seront plus à jour. Ça veut pas, elles seront toujours utilisables, mais elles ne seront plus à jour parce que sur Eastone, une licence même de sécurité que vous avez achetée, les mises à jour qui ont été faites au moment où la licence était en fonction demeurent pour le client. Demain, si la licence a expiré, la database qui se trouve dans le boîtier reste toujours dans le boîtier et est toujours utilisée. Par contre, c'est les updates qui ne seront plus faits. C'est un point très important par rapport à la concurrence où, une fois que la licence est expirée, tout s'éteint. Chez Eastone, non. La licence, elle est perpétuelle au niveau ZTNA et aussi elle est
aussi pour la protection des données, pour la protection, les licence de protection, elle reste présente dans le pare-feu. Un point important aussi, que j'ai oublié de souligner, il peut arriver qu'une entreprise ait déjà ses pare-feux, tout ça, d'autres marques, et vraiment veut faire du ZTNA, mais après analyse des coûts et de la complexité des déploiements, veut venir vers du Eastone. C'est possible d'avoir un pare-feu Eastone et le configurer en serveur Gateway ZTNA et permettre de pouvoir fonctionner avec un autre pare-feu existant dans l'entreprise. Voilà, c'est important. Et même, ça peut permettre aussi pour nous qui sommes aujourd'hui avec Synology de pouvoir mettre un Cloud Edge, c'est-à-dire qu'un firewall virtuel Eastone sur le Synology et activer nos fonctions ZTNA pour avoir accès à nos données sur nos NAS, par exemple. Ça, c'est à titre, on va dire, un peu exotique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va dire que le ZTNA va être plus axé en termes de case sur les remotes, les télétravaillants, les personnes, les nomades. Voilà, on pourra vraiment l'utiliser. Aussi, le gouvernement où il y a une criticité en termes d'accès aux différents services, par exemple au service des douanes, au service, par exemple, de l'immigration ou du ministère des Affaires étrangères, on pourra mettre du ZTNA pour les diplomates et autres pour avoir accès à des données confidentielles et aussi à protéger vraiment les serveurs qui sont au niveau des ministères des services étrangers. Aussi, souvent, il arrive que de grosses entreprises ont des partenaires technologiques qui interviennent sur des applications spécifiques. Aujourd'hui, on peut vraiment restreindre les accès à ces partenaires-là en utilisant du ZTNA pour que ces partenaires aient accès uniquement à ce qu'ils ont droit. Voilà, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des débordements. Et enfin, on pourra utiliser aussi le ZTNA chez les providers. Par exemple, une entreprise qui fournit, par exemple, on va dire des solutions as a service pourra aussi utiliser les ZTNA pour vraiment cloisonner et permettre que ses partenaires aient accès ou ses clients aient accès à leurs services. Voilà. Donc, voici un peu quelques use cases regroupés pour l'utilisation du ZTNA. Il y a des questions? Je vérifie pour voir si je n'ai pas de questions au niveau du chat. Ah, ok, il n'y a pas encore de questions. Ok, donc aujourd'hui, à travers le monde, Eastone, aujourd'hui, comme je disais tantôt, est utilisé par des FAI, et par exemple China Telecom, qui est un des plus gros opérateurs au monde, voilà, avec des millions de connectés, utilise comme protection Eastone. Nous avons aussi Alibaba Cloud au niveau des ISP, Tencent, Badeu et autres qui sont aussi des grosses plateformes qui sont protégées par Eastone. Au niveau Over, on a même Huawei qui a ses solutions, mais qui utilise Eastone pour sa sécurité. Voilà, McDo, Carrefour, KFC et j'en passe. Donc, au niveau certification, Eastone peut être vendu sur tous les continents parce qu'il regorge presque de l'ensemble des certificats qui donnent l'autorisation d'utiliser leurs solutions dans les différents continents. Voilà. Donc, voici un peu. Je pense que normalement, après ceci, on doit avoir une petite démonstration. Donc, je vous laisse encore 5 minutes pour des questions. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais passer directement au niveau de la démonstration. C'est bon?
On m'entend? Moi, je vous entends parfaitement. Ok. Bon, là, nous sommes à la fin de du PowerPoint, de la présentation. S'il y a des questions, je suis preneur. Sinon, je vais basculer au niveau de la démonstration. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai levé ma main, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, ok, vous pouvez poser votre question directement. D'accord. Alors, merci déjà pour la présentation. Bon, ce n'est pas une question en tant que telle, mais aujourd'hui, je vois que avec les produits Hillstone, c'est bon, en tout cas une nouveauté dans notre environnement. Maintenant, quelle est on va dire, j'ai un peu vu le GTNA qui semble être une particularité par rapport à d'autres produits, mais en même temps, qu'est-ce qui peut être au-delà du GTNA la force on va dire, la force des produits Hillstone? Je n'ai pas vraiment suivi toute la présentation, j'ai pris un peu en cours. Donc, vous m'excusez si peut-être la question avait été Ok. Ok. Bon, je vais... vendre Hillstone par rapport à du Forti, par rapport à du Sophos, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui peut être la force au-delà du GT? Ok, déjà, nous avons le premier point qui est le ZTNA, qui est le sujet du jour. Là, au moins, c'est ce que vous avez suivi. Au-delà, déjà au niveau électronique, nous sommes purement à l'issue du multicœur. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir des boîtiers qui ne vont pas passer end of sales en 2-3 ans. Voilà, on peut tenir un peu plus longtemps que cela. C'est très important au niveau des budgets par rapport à la concurrence qui, chaque 2-3 ans, t'envoie vers une nouvelle série de boîtiers au niveau électronique ou que tu dois changer. Un deuxième point, déjà assez aussi au niveau électronique toujours, nous avons la flexibilité de pouvoir, de vous permettre de rajouter un disque dur pour vraiment étendre les capacités de rétention de log et autres. Par rapport à la concurrence, ils vont te faire changer de boîtier. Un deuxième point. Un troisième point, on va dire aussi au niveau licensing, déjà, on n'a pas inventé la roue parce que par contre, nous sommes restés déjà, nous sommes toujours au niveau, pour le moment, renouvellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne sommes pas au niveau souscription. Donc, lorsque vous faites l'acquisition d'un boîtier, par exemple de 1 000 €, une licence, n'importe quoi, de 1 000 € par exemple, au renouvellement, vous ne tomberez pas encore dans une souscription avec le même prix de renouvellement de 1 000 € ou plus, mais par contre, on va être un peu plus dégressif par rapport au prix, par exemple, du renouvellement. Donc, au niveau budget, c'est intéressant de faire un renouvellement Hillstone que de faire un renouvellement Sophos ou Fortinet ou Palo Alto. Donc, un autre point encore, on va rentrer maintenant un peu plus au niveau technique. Aujourd'hui, par exemple, quand on te dit, on te fait un appel d'offres où on te dit, on veut du firewall virtuel, automatiquement, sauf s'ils sont battus, ils ne peuvent pas suivre parce qu'il ne faut pas faire du VDOM ou du V6. Chez Hillstone, on pourra faire du V6 comme du Fortinet. Voilà. Un autre point encore, c'est que les mises à jour qui sont faites par rapport aux licences de sécurité, par rapport à la concurrence, lorsque ta licence arrive à expiration, paf, tous les services sont arrêtés. Tu n'as qu'une passerelle tranquille sans sécurité. Avec Hillstone, ce n'est pas le cas. Ce que tu as eu comme mise à jour des databases, lorsque les licences étaient en fonction, reste dans ton boîtier et continue de faire ton filtrage, seulement que tu n'auras pas de mise à jour. Voici quelques points déjà. Par contre, lorsqu'on va aller aussi tout à l'heure en démonstration, on pourra parler d'autres choses. Je ne sais pas si je répondais à ta question. Oui, très bien. Je note avec bonne appréciation la dernière réponse, pour ne pas dire le dernier point, qui est assez intéressant. Le fait qu'à l'expiration, on a toujours les dernières mises à jour qu'on a pu capter avant, qui sont disponibles, qui peuvent fonctionner.
Voilà, et puis même, on peut aller même plus loin que cela. Les boîtiers embarquent l'intelligence artificielle, le moteur est embarqué en local, ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas envoyer forcément une requête dans le cloud pour analyser en tant que tel un botnet ou quoi. C'est automatique. C'est juste le sandboxing qui fait des requêtes dans le cloud de Eastone pour la partie sandboxing. À part cela, les moteurs sont embarqués sur les boîtiers. Donc, carrément, on est presque autonome en termes d'intelligence artificielle. Ça, c'est un point par rapport à la concurrence. Voilà. OK, donc, je vais passer la démonstration. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, juste une minute que je fasse le basculement. Tac. Une seule minute. OK. Je bascule mon truc tranquillement. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. OK. Donc, voici un peu l'interface d'accès sur un boîtier Eastone. Donc, je m'authentifie. Voilà. Par défaut, voici le dashboarding qu'on a. Donc, chez Eastone, on a un dashboarding qui va nous donner déjà le côté système, des informations sur le système, sur les mises à jour, tout ça, qui sont effectuées. On aura aussi les top 10 au niveau des applications, au niveau des users, s'il y en a, de trafic au niveau bits par seconde. Voilà, du coup, on a des crêtes. On a plus ou moins des crêtes en fonction de nos activités. Voilà. On aura aussi la licence, les top 10 au niveau des attaques. Donc, on les verra tous sur notre dashboarding. Voilà. Et deuxième point ici, assez rapidement, c'est juste un overview. Vous voyez qu'ici, à l'instant T, on pourra avoir les informations sur ce type d'attaques et même des attaques qui ont essayé et qui ont été bloquées. Tout ceci, on pourra même aller à l'intérieur. Et ce qui est intéressant par rapport à la concurrence, c'est que nos boîtiers aujourd'hui intègrent du MITRE-ATT&CK. Donc, du coup, sur une attaque, par exemple, on aura plus d'informations, quelle technique le hacker a utilisée et explications détaillées au niveau de ceux qui sont, on va dire, les analystes pourront analyser en profondeur et savoir la technique utilisée. Il y a des informations qui seront même sur le site direct de MITRE-ATT&CK pour regarder aussi la sévérité au niveau même de l'attaque. Donc, tout ceci, c'est important au niveau de la sécurité. Voilà. On a du monitoring aussi. On pourra faire du monitoring. Ça, c'est juste à titre informationnel. Tout équipementier peut le faire sans problème. Voilà. Un point différenciant par rapport à la concurrence, on va plutôt dire au niveau du network. Déjà, lorsque nous partons sur nos équipements, nous faisons du V-routeur, c'est-à-dire qu'on pourra avoir plusieurs différents types, plusieurs tables de routage. Voilà, donc ça peut nous permettre même de faire un cloisonnement en termes de routage. Par exemple, pour ceux qui ne vont pas pousser jusqu'à au V6, on pourra déjà créer plusieurs routeurs et chaque routeur aura ses interfaces sources comme ses interfaces de destination. Donc, du coup, c'est très intéressant déjà par rapport à la concurrence. On a des ports mirroring et au niveau même des, comment on appelle ça, du routage, nous sommes très loin. Voilà, on a presque tous les protocoles de routage. Ça, c'est des protocoles connus. Destination interface, source route, source interface route, c'est très rare chez la concurrence, par exemple. Il y a du PBR qui est connu de tout le monde, à part dans les autres, sans problème. Aussi, il y a ce qu'on va appeler aussi le outbound, est-ce que tout le monde fait aujourd'hui, la sortie en s'appuyant sur du SLA. Voilà, c'est possible aujourd'hui de pouvoir créer un SLA.
par rapport, on va dire, au jitter, par rapport au packet loss et par rapport voilà, et l'appliquer sur une policy based routing pour pouvoir vraiment choisir, sélectionner le meilleur routeur pour pouvoir sortir une application critique, par exemple. Aussi, on a du inbound aussi, qui est par rapport à la concurrence, qu'on appelle la Smart DNS, qui est une fonction qui nous permet aujourd'hui de donner le rôle de DNS delegation au firewall pour permettre, par exemple, lorsqu'il y a une application qui est publiée à l'extérieur et que de l'extérieur veut avoir accès, habituellement, le domaine pointe vers une adresse particulière sur le pare-feu. Et lorsque cette adresse-là tombe, il faut encore aller dans le registre pour pointer vers l'autre adresse. On pourra directement, nous, enregistrer nos configurations sur le Keystone et dire seulement au niveau de notre registre que pour résoudre le nom de domaine X, par exemple hrfs.ci, directement demande au pare-feu à telle adresse. Donc, ça permet au pare-feu de choisir maintenant par quel opérateur le user va pouvoir se connecter. Donc, ça permet déjà, ça c'est un point différenciant par rapport à la concurrence. Voilà. Aussi, un autre point aussi assez important, c'est au niveau de la policy. Lorsque nous avons beaucoup de politiques de sécurité, de police de sécurité, par exemple, bon, déjà, on pourra organiser les polices de sécurité dans des capsules, LAN vers WAN, voilà. Mais au-delà, on pourra faire ce qu'on va appeler policy optimization, qui va permettre d'analyser l'ensemble des polices et savoir chercher quelles sont les polices qui sont redondantes et pour vous permettre de pouvoir les nettoyer pour éviter qu'il y ait des boucles de police de sécurité ou des polices qui ne marchent pas. Voilà. Au niveau de la QoS aussi, on va très loin. On pourra, par exemple, créer des polices carrément comme des pipes de bande passante. Par exemple, dire que YouTube, par exemple, a telle bande passante, on pourra le faire aisément. On pourra même dire qu'un groupe a, par exemple, 20 mégas de bande passante, mais s'ils veulent faire du YouTube, ils n'ont que droit à 5 mégas de bande passante. On pourra, ce qu'on appelle le niveau 2 de la QoS. Et un point très important par rapport à la concurrence surtout, c'est ce qu'on appelle le share access. Aujourd'hui, qui peut me dire aujourd'hui quel équipementier peut, par exemple, bloquer un user qui a reçu, par exemple, par le câble, il a reçu une adresse IP de l'entreprise et il prend son PC, il partage le Wi-Fi et ses téléphones, ses tablettes qui sont dans l'entreprise, il utilise le Wi-Fi qu'il a créé en hotspot pour avoir accès à Internet ou accès à des ressources en passant par son PC qui a le droit. Aujourd'hui, presque personne en termes d'éditeurs. Mais chez Keystone, on a la possibilité de choisir quelles sont les adresses IP qui auront le droit de partager combien de endpoints et ceux qui n'auront pas le droit vont être supprimés, vont être bloqués. Par exemple, on sait que les points d'accès, ils ont le droit de publier pour qu'on se connecte, mais par exemple, qui sont connus, par exemple, mais un PC, on va l'interdire. Et ça, la concurrence n'a pas. Par exemple, je vais aller maintenant sur sur quoi nous sommes. Vous voyez qu'ici, nous avons le ZTNA. Le ZTNA, vous voyez qu'il est à part. Le ZTNA ne se configure pas dans du network comme dans de la policy, elle est à part. Donc, lorsque nous sommes dans le ZTNA, bon là, hein, parce que normalement, je devais avoir que 8 en termes de licence. Mais comme j'ai dit à Keystone que j'ai une démo, ils m'ont envoyé une licence de près de 200. Donc, il y a eu 208 juste pour la démo. Donc, bon, là, c'est entre distributeur et éditeur. Voilà. Donc, aujourd'hui, par défaut, pour ceux qui auront les boîtiers, ils auront 8 ici en termes de licence de capacité. Et comment ça se passe? En premier lieu, lorsqu'on veut configurer un ZTNA, on va d'abord créer la gateway. La gateway, c'est tout simplement la configuration du tunnel VPN SSL. Voilà. Qui va nous dire de choisir, par exemple,
par exemple, avec l'Active Directory, le local, ce qu'on veut. Ensuite, les interfaces d'entrée. Voilà, ici j'ai mis 2. Le port d'écoute et le tunnel. Enfin, on va créer aussi ce qu'on appelle le pool DHCP qui donne l'adresse IP dans le tunnel. Voilà. Après cela, les réseaux de l'ensemble du système, on pourra les placer pour créer des routes au niveau des postes. Voilà. Et enfin, il y a des paramètres avancés. Bon, là, on peut laisser, c'est au niveau du cryptage du tunnel. Au niveau du client, on va demander, on va dire qu'on accepte ici l'ensemble des OS. Voilà, on peut aller plus loin, on peut aussi choisir ce qu'on veut. Et on pourra aussi utiliser le two-factor authentication. Aujourd'hui, on pourra avoir par SMS, on pourra l'avoir par email, on pourra l'avoir par token, mais c'est de manière indirecte. Sur cette version, on n'a pas encore la version où le boîtier lui-même auto-génère le token. Voilà. Et un point important que je disais tantôt, c'est la partie multi-gateway qui va nous permettre aujourd'hui de dire si Orange tombe, ramène-moi sur Canal Box par exemple, lorsque je suis à l'extérieur. Donc, du coup, le user, même si la connexion est coupée, lorsqu'il est en train de faire son tunnel ZTNA, il pourra basculer sur l'autre automatiquement. Donc, lorsque il est créé, par la suite, il va nous permettre maintenant de faire ce qu'on va appeler les critères. Les critères, c'est quoi? C'est par exemple, vous voyez ici, de dire que moi, quand je viens, il faut que ce soit du Windows 11 et l'antivirus doit être à jour et les mises à jour doivent être activées, le firewall doit être activé. Ou bien, si je suis Mac, il faut que le FileVault qui s'occupe de la restauration en cas d'attaque au niveau des crypto-lockers doit être activé et aussi la version doit être au minimum Monterey, par exemple. Ou, ça c'est, il peut aussi dire si je suis Windows, c'est Windows 10 si vous voulez mettre, j'ai mis Windows 11, voilà, Windows 10. Si je suis Windows 10, voilà, je peux aussi utiliser. Je peux aussi créer plusieurs autres, dit par exemple en plus, je suis toujours Windows. Voilà. Par contre, je vais dire que il y avait quoi là? Que mon firewall, voilà, doit être enable, par exemple. Ou si je suis Android, il doit être la version 13, par exemple. Donc, ça, ce sont des critères qui vont être analysés comme conformité avant de permettre à la personne de lancer la connexion. Et lorsque ceci est fait, on va maintenant créer ce qu'on va appeler les ressources. Par exemple, on a créé une ressource DNS pour que la personne fasse une résolution DNS, une application par exemple. Donc, on pourra mettre l'hyperlink de l'application et elle va figurer sur le dashboard. On pourra mettre même le logo de l'application si besoin est et maintenant mettre le port spécifique de l'application. Voilà. On pourra créer plusieurs en fonction des besoins. S'il y a un serveur, il y a un EX6, je vais dire, par exemple, sur ça, sur le port 443, ainsi de suite. Donc, on pourra vraiment, par exemple, si je partage il y a un serveur de fichiers, je vais mettre, par exemple, les ports Windows qui me permettent d'avoir accès à uniquement mon fichier SMB. Lorsque ceci est fait, en dernier lieu, on va maintenant aller vers ce qu'on appelle la policy. Et dans la policy, par exemple, vous voyez qu'ici, on pourra choisir, maintenant, on choisit les comptes. Les comptes, on pourra les prendre, par exemple, vous voyez là, depuis l'AD, si je prends depuis l'AD ou depuis le local, justement qui choisit, je les ajoute, j'appelle ici la conformité, j'appelle les ressources dont j'ai droit et enfin, je même permets. Au-delà, au niveau de la protection, il peut activer l'antivirus, peut même activer l'IPS, activer le sandboxing. Je peux encore aller plus loin si je veux. Et s'il y a des filtrages de fichiers qu'on veut autoriser ou bloquer, on pourra aller dessus et dire, je veux par exemple choisir de bloquer tel fichier, tel type de fichier, telle, on va dire, extension de fichiers et autres, ou tel protocole. Donc, c'est assez
assez profond. Et lorsqu'on a ça, on pourra mettre encore un schedule. Ce schedule-là, par rapport à un time, on peut choisir de mettre un schedule pour dire de 8h à midi. Par exemple, ce schedule-là, on pourra dire de 8h, bon, là, il est mis de 7h à 22h, ça c'est très large. On peut aller juste dans un schedule assez forcé qui va choisir de lundi au vendredi de 8h à temps, de 14h à 18h. Voilà, donc du coup, on pourra vraiment faire ce qu'on veut au niveau schedule et après, choisir de mettre des logs. Lorsqu'on a un deny, lorsqu'on a un démarrage, on peut choisir. Et lorsqu'on fait cela, nous venons de finir la configuration de notre ZTNA. On peut créer plusieurs polices après selon notre besoin, selon les groupes de users. Là, par exemple, le groupe du personnel, s'il y a des cadres, il y a des VIP, donc chacun pourra créer comme ça des groupes qu'on pourra appliquer. Donc, ça va être assez intéressant. Et lorsque ceci est fait, on va dire que, par exemple, ce user-là, qu'est-ce qu'il va faire? On va, par exemple, aller maintenant en tant que user vers l'adresse IP publique de notre pare-feu, par exemple, et mettre le port du ZTNA. Et ça nous permet ici de télécharger l'installable du client. Soit c'est Windows, soit c'est Mac, soit c'est Linux, soit c'est iOS, on va flasher, soit c'est Android, on va flasher. Et puis, on aura notre agent sur notre poste qu'on va installer. Lorsque l'agent il est installé, je prends par exemple ce cas-ci, parce que l'agent, lorsqu'il est installé, le voilà, il s'affiche comme ça. Voilà, actuellement, je ne suis pas au bureau en tant que tel, donc je passe par un VPN que j'ai mis juste là, qui est connecté actuellement, que je vais déconnecter. Donc, je n'aurai plus accès. Donc, je vais déconnecter. Et, par exemple, je vais choisir maintenant, comment on appelle la configuration en ZTNA. Là, si vous voulez, je rentre à l'intérieur, juste de mettre le nom, le port, le compte, et puis c'est tout. Lorsque, par exemple, il y a plusieurs liens, je vais venir choisir quelle est ma gateway préférée. Vous voyez, à l'intérieur, il y a 2 gateways. Si tu prends optionnel, il va balancer en fonction de ce qu'il veut. Je choisis d'aller de prendre Orange d'abord et autres. Et lorsque j'ai fait cela, je peux maintenant cliquer pour lancer la connexion. Excusez, l'écran est affiché sur moi, sur Android. OK. OK. L'écran est affiché sur Android. Je vais un instant. OK, je déconnecte. Merci pour. J'ai oublié de basculer sur l'agent. Vous voyez l'agent? Oui, c'est bon. Easton Oui. Voilà, c'est cet agent-là où on aura à configurer le serveur, le port, l'authentification, si on veut, on enregistre. Et aussi, on pourra choisir la gateway préférée ou soit on met sur optionnel. Par exemple, quand ceci est fait, on va lancer la connexion. Voilà. Il va se connecter. En moins de 5 secondes, il est connecté. Et normalement, quand il est connecté, un instant, il va sortir un portail que je vais vous montrer. Automatiquement, on aura un instant où je suis. Excusez-moi. J'espère que je ne me suis pas embourbé. Tac. Je ne retrouve plus mon. Ah, OK, voilà. Tac.
Où se trouve mon... Je suis toujours là. OK. Excusez-moi, voilà, je pense que on est rentré dans... OK. Voilà, donc du coup, je pense que vous voyez mon écran. On aura cette page-là qui va s'afficher automatiquement après connexion. C'est bon, on voit mon écran? Allô? Oui, oui. Voilà, Oui, c'est ça bon. va bien. Vous voyez ici que une fois que je me suis connecté, je tombe sur cette page-là. Et cette page-là va me permettre, par exemple, d'aller vers uniquement les ressources. Par exemple, j'ai mis expressément le management de mon firewall pour ne pas perdre la main. Donc là, maintenant, il me donne accès toujours à mon firewall. Donc, je vais m'authentifier. Vous allez voir qu'il a décrémenté ma licence ZTNA. Voilà, il a décrémenté ma licence ZTNA au niveau d'ici. Voilà, il y a eu un. Vous voyez qu'ici, il y a un qui est utilisé. Bon, comme il y a trop de licences, hein, sinon, habituellement, quand il y a 8, on voit bien que dans le camembert que je me suis connecté. Vous voyez, on me dit utiliser un. Il met même le tag qui est connecté, la personne qui est connectée, tout ça. Et par derrière, on peut me voir. On voit ma connexion, la bande passante que je vais utiliser si je commence à faire des téléchargements, à faire pas mal de choses. Voilà, donc je peux avoir tout ça. Et je peux même aller sur le tag pour voir qui s'est connecté, avec quoi, c'est quoi son OS, pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, ce rapport de connectivité-là, je peux l'exporter directement en juste faisant export. Je peux l'avoir en test, c'est un document de test ou de CSV et qui peut être utilisé en cas de forensique ou en cas de problématique. Je peux aller jusqu'à 30 jours et autres, jusqu'à 60 minutes, 24 heures, temps. Je peux tout demander et puis avoir l'ensemble des connectivités. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions encore, je peux me permettre de répondre. Allô? Oui, allô? Oui, M. Chaka. OK, Oui. par rapport à cette partie-là, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un utilise le ZTNA pour se connecter à un réseau distant, Oui. voilà ce que là où vous avez mis management, SVR et autres, c'est seulement à ces ressources-là qu'il aura accès. Voilà, regardez par exemple, aujourd'hui, quand on va dans la ressource ici, moi en tant qu'ACA, je me suis connecté sur le firewall management par exemple, sur ce port-là. Voilà, donc ce qui veut dire que si je veux pinguer l'adresse IP interne de mon firewall là, je ne peux pas. Est-ce que j'ai... Bon, lorsque je veux pinguer, je ne pourrai pas, comment on appelle ça, lancer un ping. Le ping va être interdit alors que j'ai accès à mon pare-feu. Parce que j'ai donné que le droit d'avoir juste accès au port 444 qui est là. 4444 par exemple, excuse. Voilà un peu. S'il y a des questions, je suis preneur. S'il y a des questions, je suis là. Il est quelle heure? Je pense qu'on a presque dépassé légèrement. Donc, Monsieur Samir, si vous avez aussi un additif, vous pouvez nous partager. Sinon, on va voir dans quelle mesure on va clore
le sujet. S'il y a des questions, on pourra toujours revenir vers nous par mail ou mettre la main sur Marguerite, qui est notre chargée du partenariat, qui a accès direct à moi et aussi à l'éditeur. Allô? Allô, oui? Ouais, malheureusement, moi, je vous ai pris. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous ai pris en cours. OK. Voilà, donc je pense que les questions vont se faire certainement après, soit par mail, soit par appel. Mais est-ce que le webinaire est enregistré? Oui, le webinaire, normalement, est enregistré. Donc, on pourra avoir après. Vous pourrez avoir la présentation, vous pourrez avoir. Ah, c'est au niveau de la dame du marketing qui va se faire le plaisir de partager à tous ceux qui se sont inscrits. D'accord. Mais bon, j'ai une doléance. OK. Pour l'horaire. OK. Vos webinaires démarrent le jeudi de 10h30 à 11h30, on va dire. Oui. Dans ce carnaval-là, moi, j'ai deux réunions qui sont prévues. Donc, très souvent, je suis obligé de manquer. Bon, c'est pas grave, ton ingénieur peut prendre la main et puis vous allez faire ça en arrière-plan parce que, en fait, ça a été décidé par la haute hiérarchie, c'est pas à mon niveau. Donc, question d'horaire. Après, des entreprises qui veulent bien avoir une présentation technique pour leurs équipes ou les ingénieurs peuvent envoyer un mail et puis on va faire le plaisir d'avoir un webinaire particulier pour chaque intégrateur. Ça ne nous gêne pas aussi. Super, super, ok, ça marche. Là, on peut customiser un time par rapport à ça. Là, c'est une vue d'ensemble de tous les partenaires. Après, si un partenaire a vraiment une technologie qu'elle veut appuyer ou qu'elle veut voir plus, elle peut m'envoyer un mail et ensemble, si j'ai le temps, je le fais à distance ou même si possible, je vais chez le partenaire et puis de manière physique, on fera quelque chose de physique. Okay, oui, pour répondre à la question de Urbain, c'est-à-dire que avec HFS, c'est tous les jeudis à 10h30, on a un webinaire. Donc, au niveau des rendez-vous et tout ce qui est sorti, vous allez voir, il y a chaque fois, il y a des nouveautés que nous, on apporte. Donc, il y a tellement de webinaires de partout avec tous les constructeurs. Donc, nous, on a... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, c'est-à-dire, nous, on a choisi le jeudi parce que ça décharge c'est-à-dire tout le monde au début de la semaine. Et, et puis, on arrive au vendredi au lendemain, c'est-à-dire tout le monde, il a déjà décroché au niveau de la semaine. Donc, le jeudi, c'est un jour, c'est un bon jour pour tout le monde. Ouais, et puis, et ça permet effectivement que nos partenaires, ils sont habitués que le jeudi matin, on a un webinaire. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez caler ça chaque jeudi 10h30 GMT. HFS a quelque chose à dire sur la technologie, dans le domaine de la cybersécurité, le Wi-Fi, le stockage. Et entre parenthèses, quand même, on a fait rentrer quand même pas mal de marques dans pas mal de produits de notre domaine. Et puis la solution ZTNA aujourd'hui que M. Aka a présenté. Et puis la semaine prochaine, il y aura sur le WAF. Après, il y aura sur la semaine d'après, certainement, il y aura sur l'IPS. Donc chaque semaine, on va continuer à faire un ensemble de webinaires concernant Hillstone pour découvrir cette technologie qui est à nos yeux, qui est parmi les meilleures que nous on a utilisées jusqu'à aujourd'hui. HFS, c'est un distributeur à très haute valeur ajoutée et spécialiste de firewall. Donc, on connaît un petit peu les niveaux de firewall qui existent sur le marché. Et M. Aka, il pourrait effectivement vous donner cette réponse. Par contre, tout à l'heure, il y avait un monsieur qui
qui avait posé une question concernant la certification NSS Lab ou quelque chose comme ça. Et je ne sais, vous êtes toujours là? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Vous êtes qui? Et de quelle société? Et de quelle société, s'il vous plaît? Allô? Allô, c'est moi. Oui, ingénieur revente chez Diamond Security Consulting. Ah, d'accord. Ah, t'es un fouineur, mon papa. Faut fouiner avec nous. Viens. Ok, c'est une très bonne. Non, c'est très bien. Bravo de toute façon pour cette question. On va effectivement voir la clarification sur ce point-là. Mais étant donné que vous êtes partenaire de HFS, il faut toujours poser la question chez le distributeur. C'est votre partenaire sur la région pour pouvoir vous donner une réponse. Si jamais on ne peut pas, effectivement, on va aller chez le constructeur. On a plus accès aux personnes qui peuvent nous donner la bonne information. OK? Ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais que vous faites comment ça s'appelle, du consulting, la partie certification et la partie, effectivement, ce côté-là est très importante. Elle est très importante pour tout le monde, de toutes les manières. On vous reviendra. Vous vous appelez comment? Pierre Yoboué. C'est Pierre. Monsieur Pierre, c'est mon grand Pierre. Bon, Pierre, il t'a posé une colle ce matin, hein, papa. Donc, Non, il faut vraiment en public, la prochaine fois, le prochain webinaire sur le Web Application Firewall la semaine prochaine. Donc, on va vous répondre sur ces questions-là. OK? Et vous serez présents. Voilà. Ben, est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Aka, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, bah écoutez, Allô? je remercie tout le monde. Oui, allô? Oui, monsieur Aka, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, je voulais juste savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de la flexibilité au niveau de rajout des disques. Oui. D'accord. Je voulais juste savoir, lors du rajout, c'est le boîtier qui est complètement changé ou… Non, non. Bon, ok. Juste, regarde juste, on va dire 30 secondes, le temps que j'essaie de partager quelque chose pour toi. D'accord. Est-ce que je peux voir ça? En fait, le boîtier Easton, c'est un boîtier qui a déjà, comment on appelle ça? Il a déjà une baie qui permet déjà de recevoir. Je vais rapidement sur. Tu vois mon écran? Oui, oui. Voilà. Tu vois ici. Je vais agrandir. Tu vois, on a une baie. Et ici, il y a une baie avec le trait rouge là, qui est une baie qui peut recevoir un disque du SSD. D'accord. Donc, lorsque vous payez votre pare-feu, il y a le disque EMC, qui est le disque directement rattaché au processeur, qui permet d'accélérer l'ouverture de traitement des paquets. Par contre, on a un disque supplémentaire, une baie supplémentaire qu'on peut rajouter ici vous-même pour payer un disque sur le marché SSD 256, 500 Go, 1 Tera jusqu'à 1 Tera 9 que vous pourrez rajouter. Ça vous permet d'augmenter la capacité de rétention de vos logs sans forcément remplacer le boîtier. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, oui, j'ai compris maintenant. Et en mettant ce disque même, il est plug and play à chaud. Voilà, donc pas besoin de redémarrer le pare-feu pour les boîtiers qui sont en 1U. Les boîtiers qui sont, comment dirais-je, desktop, qui ne sont pas rackables, les entrées de gamme, on est obligé d'éteindre le pare-feu, de le retourner et
il y a un espace où on peut mettre un micro SD parce qu'ils sont petits. Ouais, Ça va. ça va, Et ça là, va. on n'a pas besoin. Il connaît quelle marque, celui qui... Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Il faut vraiment se présenter. Hein. Ah, d'accord. C'est Conan Charles. OK. Allô? Oui, monsieur. Allô? Là, on ne vous a pas entendu, on a perdu votre voix. Ah, là, ça va comme ça? Vous m'entendez? Ouais, on vous entend là. Très bien. D'accord. Moi, c'est Conan Charles. OK. Conan Charles, de quelle société, s'il vous plaît? De Diginet Expertise. Diginet. Ah, Monsieur Yao. OK. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, c'est avec le e-stone, tu vois qu'on a une flexibilité. Rares sont des pare-feux qui arrivent à faire une extension de Dix. Voilà, soit au départ, tu as un disque d'une taille, soit 128, soit 64, et ça reste comme ça. Non, mais la question c'est quel firewall lui connaît? Connaît Fortinet, Sophos, Palo Alto et tout ce qui s'ensuit. Sophos, Tu Fortinet. commandes le boîte. Oui, Fortinet. Tu commandes le 1E, c'est-à-dire où tu fais avec le disque ou sans disque. Chez Hillstone, tu n'as pas, c'est-à-dire le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Tu prends le boîtier, tu veux un SSD, ben on mettra un SSD. Tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Donc tu as un produit qui est de base, c'est-à-dire que si tu as besoin de faire des rétentions, tu fais. Si tu n'en as pas besoin, tu as une plateforme par exemple, pour le HSA qui récupère les logs. Donc, tu n'as pas de rétention sur le. Donc, c'est-à-dire que vous avez une flexibilité quand même assez importante. Commercialement parlant, au niveau du prix, ça vous fait moins cher. Et puis, au niveau de la flexibilité, vous pouvez effectivement mettre. Et puis, comme il a bien expliqué, M. Aka, c'est-à-dire la partie système, il est séparé de la partie stockage des logs. Donc, il y a d'autres constructeurs qui font la même chose sur le même disque dur. Quand ça tombe en panne, et ben c'est fini.